Bonsoir à tous et bienvenue dans ce mardi des Bernardins consacré à l'Europe. Quel horizon politique et spirituel pour l'Europe? Voilà la question que nous allons nous poser ce soir au cours de cette rencontre organisée par le département Société, Liberté et Paix du Collège des Bernardins avec le concours de l'Académie catholique de France qui a organisé un colloque ici même en 2012 sur la crise chrétienne de l'Europe. Alors sans plus tarder, je vous présente ces invités avec qui nous allons débattre ce soir. Nous avons la joie d'accueillir Jean-Marc Ferry. Bonsoir. Merci d'être venu. Vous êtes philosophe, vous enseignez la philosophie et la science politique à l'ULB à Bruxelles et vous êtes professeur titulaire de la chaire de philosophie de l'Europe à l'Université de Nantes. Vous travaillez donc beaucoup cette question. Vous avez notamment publié en 2012 L'Europe interdite aux éditions de Passy. Alors l'Europe interdite dans les deux sens du terme. Vous jouiez sur le mot. Une Europe à la fois éberluée de sa situation et entravée. Peut-être aurons-nous l'occasion de développer ces deux idées tout à l'heure. Avec nous également Jean-Dominique Durand. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez pour l'Académie catholique l'organisateur de ce colloque ici en 2012. Vous êtes historien, ancien conseiller culturel de l'ambassade de France près le Saint-Siège. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Jean Moulin Lyon 3 et puis membre du comité de direction de l'Institut européen en sciences des religions. Vous avez publié de nombreux ouvrages, notamment de nombreux ouvrages sur l'Europe, l'Europe de la démocratie chrétienne et le fait religieux en Europe. Et puis avec nous également le père Capelle-Dumont. Merci d'être avec nous. Père, monsieur le président, puisque vous êtes le président de l'Académie catholique de France, philosophe et théologien. Les téléspectateurs de KTO, les auditeurs de Radio Notre-Dame vous connaissent bien. Vous étudiez aussi beaucoup cette idée chrétienne qu'est l'Europe. Alors le fait qu'il y ait une crise en Europe, malheureusement, en le disant ce soir, on a bien conscience que c'est une découverte pour personne et on pense immédiatement à la crise économique. Mais vous êtes nombreux, peut-être aussi autour de cette table, à parler également d'une crise spirituelle de l'Europe. Est-ce que c'est le diagnostic que vous portez? Et si oui, comment définir cette question de la crise spirituelle ou de la crise de légitimité? D'ailleurs, est-ce que c'est la même chose? Jean-Marc Ferry. En effet, Philippine de Saint-Pierre, on peut distinguer, je crois, trois aspects qui sont d'ailleurs très étroitement liés entre eux de cette crise actuelle de l'Europe politique. Un aspect technique, bien sûr, que nous connaissons bien, qui est l'aspect de la crise de gouvernance économique, pourrait-on dire, avec les terribles difficultés de sortie de crise dans la zone euro. Et puis, très immédiatement lié à cet aspect technique de la crise de gouvernance économique, on peut parler d'un aspect éthique, d'une crise de solidarité et aussi de co-responsabilité politique des États membres de l'Union européenne et singulièrement les 17, c'est-à-dire les membres de la zone euro. Et c'est, je crois, l'un des aspects qui entrave la sortie de crise. Et puis, enfin, et peut-être surtout, l'aspect historique d'une crise de légitimation philosophique du projet européen lui-même. Et si vous le permettez, j'aimerais dire quelques mots pour développer ce point qui me paraît tout à fait important, en faisant un tout petit rappel historique, puisque, comme on sait, le motif fondateur de la construction européenne après la Seconde Guerre mondiale, du côté européen, c'est évidemment de mettre fin à ces guerres en chaîne dont avait pu parler Raymond Aron, ces guerres qui ont failli disloquer l'Europe, de aussi mettre un terme à ces grandes tribulations du XXe siècle, pas seulement les deux guerres mondiales, mais aussi les génocides, les meurtres de masse et la grande crise. Et au fond, si j'ose dire, mais un peu emphatiquement, ressusciter l'Europe. L'Europe une, comme disait Nietzsche. Et puis, côté américain, bien sûr, il fallait aussi stopper l'avancée soviétique et donc créer une zone d'Europe libre et prospère. Des deux côtés, côté européen et côté américain, passez-moi l'image qui est un raccourci, mais ce motif fondateur, cette légitimation inaugurale de la construction européenne, c'est sinon écroulé de moi, enfin, c'est érodé, disons, mais avec le mur de Berlin, avec l'effondrement du bloc soviétique. Parce que, à tort ou à raison, on a pensé que
Dès lors, le grand danger nucléaire pantoclastique de destruction totale de l'humanité était écarté. C'était la fin du monde bipolaire, la fin de l'antagonisme des blocs, pensait-on, dans le contexte immédiat qui a suivi donc des années 1990 en gros. Et du coup, cette légitimation première, fondatrice, inaugurale, la paix, est passée à l'arrière-plan, et les politiques, la classe politique, je crois, permettez-moi cette critique, n'ont pas su donner dans la communication publique une légitimation de relève pour le projet européen, une légitimation qui est pourtant évidente, je crois. Le défi actuel, ce n'est plus la paix et la guerre. L'enjeu n'est plus la paix et la guerre entre les nations d'Europe. À mon avis, déjà, dès la déclaration de Schuman, c'était déjà anachronique, n'est-ce pas? Parce qu'en 1948, déjà, c'était la guerre froide et l'antagonisme des blocs. Donc, il y avait peu de risques de guerre intra-européenne. Mais c'est le grand défi actuel avec son enjeu, c'est la mondialisation. Alors, on va en venir, si vous voulez bien, Jean-Marc Ferry, au défi actuel, mais peut-être déjà, y a-t-il motif à réagir? Si je résume ce que vous venez de dire de façon un peu provocante pour nos amis de l'Académie catholique, est-ce que dans cette intention originelle de la construction européenne, il n'y a que la paix et la prospérité économique? Jean-Dominique Durand. Je n'ai vu aucune provocation de la part de Jean-Marc Ferry. Non, c'est de ma part, je parlais. J'ajouterai d'ailleurs à son analyse qu'il y a aussi une crise aujourd'hui de gouvernance politique. Vous avez parlé d'une crise dans la gouvernance économique. Il y a aussi une rude crise dans la gouvernance politique parce que nous avons des institutions européennes qui sont devenues parfaitement illisibles. On ne sait pas qui fait quoi et on a simplement une augmentation sans fin de l'administration, de la technocratie, d'une administration technocratique, et on a de moins en moins finalement d'une Europe réelle. Et ça, c'est un vrai problème. Et nous sommes en face d'une véritable crise de conscience. L'un des éléments fondamentaux de cette crise que nous connaissons aujourd'hui, c'est bel et bien une crise de conscience européenne. C'est-à-dire que le projet européen lancé par Robert Schuman en 1950, et pas seulement Robert Schuman, mais aussi un certain nombre d'autres hommes d'État européens, ce projet européen est devenu un projet par la force des choses, par l'évolution, par les choix qui ont été faits et qui étaient tout à fait logiques, quelque chose de technocratique, et les Européens n'ont pas vraiment pris conscience d'être Européens. Et même l'euro, dans lequel on a porté beaucoup d'espoir de type strictement politique, pas seulement économique, et strictement politique. On disait, mais lorsque tous les Européens auront la même monnaie dans la poche, ils se sentiront Européens. Eh bien, il faut bien reconnaître que cela a raté et il n'y a pas de prise de conscience européenne. Nous n'avons toujours pas de fête nationale européenne, nous n'avons pas un jour de congé européen. Les jours de congé que nous avons, c'est pour célébrer la fin des guerres, mais pas l'avènement de l'Europe. Pourquoi continuer à célébrer le 8 mai et ne pas célébrer, par exemple, le 9 mai? Ce serait déjà un signe tout à fait fort. Et en revanche, nous avons l'émergence à travers l'Europe de toute une série de nationalismes petits, étriqués, de nationalismes régionaux, sans vouloir blesser personne, on pourrait presque parler de tribalisme. Et face à cela, donc, l'enthousiasme des débuts a été perdu. Si vous me permettez un mot simplement pour dire justement à Jean-Marc Ferry que effectivement je suis assez d'accord avec lui sur la question de la paix. La paix est aujourd'hui une évidence en Europe. Il n'y a plus vraiment de problème et on a réalisé l'Europe dans son entier. Quasiment l'Europe d'aujourd'hui correspond à l'Europe géographique. C'est un grand succès pour Robert Schuman, qui ne l'imaginait certainement pas en 1950 au temps de la guerre froide et du mur de Berlin, mais précisément cette crise n'est-elle pas la conséquence de ce succès extraordinaire? Le fait que, en effet, un succès, mais en même temps pas de prise de conscience européenne.
Pierre Capelle-Dumont. Oui, ce qui m'intéresse dans votre question, c'est que la crise dont vous parlez, c'est une crise qui concerne la conjonction de coordination entre le spirituel et le politique, qui est une crise économique, une crise politique et spirituelle. Nous pouvons en convenir assez aisément. Le problème est comment penser la conjonction de coordination du spirituel et du politique dès lors qu'il s'agit d'une crise. Alors, les deux lexèmes, spirituel et politique, seraient à préciser. Le politique, effectivement, est en déficit puisque lorsque Habermas est venu ici à Paris, il a passé son temps à nous expliquer que nous étions en déficit de politique face aux oligarchies économiques. Il y a un problème de reconnaissance et du pouvoir politique, sans aucun doute, dans la décision. Mais lorsqu'on parle du spirituel, de quoi parle-t-on ? Moi, je ne sais plus très bien ce que veut dire spirituel, à vrai dire. C'est aussi bien le Geist allemand qui a donné ce que l'on sait, que la spiritualité laïque, anticléricale ou pas. Donc, il faut préciser de quoi l'on parle, parce que l'esprit, tout le monde en a un. La question de savoir ce que nous mettons sous le vocable spirituel, d'ailleurs comme sous le vocable religion. Donc, je pense, nous avons intitulé ce livre « Crise chrétienne ». Et pas seulement crise spirituelle. Pourquoi ? Lorsqu'on parle de crise chrétienne, il ne s'agit pas simplement d'envisager une restauration chrétienne de l'Europe, une Europe chrétienne, d'imposer un pouvoir de révélation externe à une société démocratique. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'abord de relire convenablement l'histoire de l'Europe. Et relire convenablement l'histoire de l'Europe, c'est refuser tout déni scientifique et donc de repenser la place du christianisme dans l'histoire et ce qu'elle a fait de l'Europe, plus exactement, comment elle a fait l'Europe. Ça, c'est le premier point. Et le second, comment, par les institutions, toutes les médiations dont elle est capable, elle peut contribuer à la vie civique. Alors, tout ne va pas mal en Europe. Quand nous parlons de crise d'Europe, tout ne va pas mal. L'Europe a permis la pacification interne et externe. Elle a permis aux étudiants, grâce au réseau Erasmus, de faire le tour de l'Europe de façon permanente. On circule. Moi, je fais partie de la première génération qui a pu bénéficier d'Erasmus. On aime les Italiens, on aime les Anglais, les Irlandais pour ce qu'ils sont. Et il y a, je pense aussi à la transversalité de la recherche scientifique. Tout cela fait que l'Europe vaut. La question est de savoir si nous portons le bon diagnostic sur la crise et une fois que ce diagnostic est fait, conditions minimales, quelles sont les sorties de crise possibles. Mais alors si je reviens à ce que disait Jean-Marc Ferry tout à l'heure, la question qui se pose aujourd'hui, c'est quand même quelle idée d'Europe proposer qui puisse être un minimum partagée et par les populations des pays, des nations concernées et par le pouvoir politique, puisqu'au fond cette première idée de la paix continentale, elle semble fonctionner depuis une cinquantaine d'années, à l'exception de quelques conflits quand même dans certaines régions européennes dans les années 80-90, mais la paix semble acquise, vous le disiez. L'union monétaire est faite, donc autour de quelle idée aujourd'hui poursuivre une construction européenne ? Jean-Marc Ferry. Il y a 3 points de référence qui me paraissent très importants pour poser la question ou le problème européen et en particulier de l'Europe politique, parce qu'il y a aussi une Europe historique qui est fort importante, bien sûr, c'est tout le legs civilisationnel à l'Europe politique, et puis il y a l'Europe philosophique. Le thème de l'Europe spirituelle, d'ailleurs, est lié, puisque c'est un thème qui nous vient de Husserl en particulier. Mais prenons l'Europe politique et commençons par elle, parce que de là, nous pourrons tirer les fils de l'Europe historique et de l'Europe philosophique. Je vois 3 grands points de référence, ou 3 catégories, si vous préférez, qui nous permettent, à mon avis, de bien poser la question. En grec, mais ce sont des mots français en même temps, il y a la question du nomos, c'est la première question, c'est-à-dire la loi fondamentale, la question du principe d'organisation, la forme politique de l'Europe ou sa structure juridique de base. C'est une question qui est totalement ouverte et sur laquelle les Européens ne sont pas d'accord. Il y a beaucoup de paradigmes en concurrence. Un paradigme national, je viens d'entendre Jean-Dominique Durand parler d'une fête nationale européenne. C'est quand même si c'est supranational, c'est quand même fondamentalement national comme idée d'Europe. Il y a le fédéralisme qui veut dire beaucoup de choses, soit l'État fédéral, soit la fédération d'États, soit la confédération. Et il y a aussi le paradigme impérial qui monte en puissance, et surtout outre-Rhin, avec les références à la Ligue hanséatique, au Saint-Empire romain germanique, à l'Empire romain lui-même. Et puis, il y a le paradigme, dirais-je, cosmopolitique qui nous vient de Kant et qui, à mon avis, est le plus celui efficace. Dont vous vous sentez le plus proche. Oui, comme grille de lecture, parce que c'est une structure complexe à 3 niveaux de relation du droit public, comme disait Kant, et qui est parfaitement éclairante pour lire, en quelque sorte, la Constitution profonde, qui n'est pas encore faite
mais la constitution latente, dirons-nous, de l'Union européenne. Ça, c'est le nomos. Premier enjeu. Le nomos. Le deuxième enjeu, non, pas un enjeu, mais un point de référence, et un enjeu aussi, si vous voulez, bien sûr, il faut se mettre d'accord sur cette forme politique. Le télos, c'est très important, c'est-à-dire le but, la finalité. Où va-t-on? Où va la construction européenne? Où va l'intégration? Quo vadis Europa? À quoi sert l'Europe aujourd'hui? Et là, ça rejoint la question que vous posiez au départ, celle de la légitimation, parce que les Européens aimeraient bien savoir pourquoi on continue le processus. Et le sens n'est pas donné. Alors là, et je pense, je l'ai indiqué tout à l'heure, que la question d'actualité, c'est savoir très simplement, la question est très simple, par rapport à la mondialisation. Est-ce que la mission de l'Union européenne, c'est une pure et simple adaptation économique qui fait que l'Union est une sorte de courroie de transmission de la gouvernance mondiale, néolibérale, ou est-ce qu'il faut, en outre, bien sûr s'adapter, c'est bien, mais est-ce qu'il ne faut pas plutôt et surtout et avant tout un rattrapage, une reconquête politique de l'économie mondialisée avec une réelle menace de subversion des États par les marchés et du politique par l'économique? Ce n'est pas qu'on soit contre la mondialisation, mais il faut la domestiquer. Domestiquer ces marchés sans en briser les mécanismes, et l'Europe a un grand rôle à jouer politiquement là-dessus. Ça, c'est le télos, à mon avis. Et puis de là, quand on a vu la jonction entre le télos et le nomos, je ne peux pas l'expliquer ici clairement, mais à mon avis, c'est le schéma d'une union cosmopolitique dans son principe, ou transnationale, si vous préférez, mais non étatique. Eh bien, on se pose la question de l'éthos, qui est la troisième catégorie très importante et qui nous permet évidemment de rejoindre cette question importante de l'horizon spirituel, si vous acceptez ce mot. La question de l'éthos est tout à fait fondamentale, et je ne veux pas développer cela ici, mais j'évoquerai seulement des considérations qui déjà datent d'un certain nombre d'années de Paul Ricoeur, lorsqu'il avait écrit à propos de ce qu'il appelle le nouvel éthos européen. Et là, il y a des choses fort intéressantes. Il met en exergue un triptyque, Paul Ricoeur. La traduction, il se réfère là à un grand philosophe un peu méconnu, Wilhelm von Humboldt, grand père de philosophie du langage. La traduction, c'est très important pour l'Europe. Le croisement des récits, et là c'est très important pour le partage des mémoires, l'élargissement des mémoires, la décentration, pour employer un langage de psychologie des mémoires, pour aboutir non seulement à une culture publique commune, mais aussi à une mémoire historique partagée. Et puis le pardon, dit-il, et c'est aussi très important. Ok, c'est une catégorie chrétienne ou judéo-chrétienne, certes, mais c'est très important lorsque l'on considère toutes les blessures, les humiliations, les violences que les Européens se sont infligées les uns aux autres. On ne peut pas faire l'Europe comme si, en quelque sorte, le présent était pur de tout passif, de tout passé. Et donc, il faut bien thématiser ce passé et assumer une responsabilité à l'égard du passé. Et il vous semble que ça, c'est, encore un enjeu de l'éthos européen, cette question du pardon? À l'évidence, c'est ce que j'appelle l'éthique reconstructive. Y compris chez les plus jeunes générations? C'est pour moi l'éthos reconstructif qui est ici en cause, c'est-à-dire cette capacité d'assumer une responsabilité à l'égard du passé. J'ai été très critiqué là-dessus. On m'a dit délectation morose, morale de Chésière, autoflagellation masochiste. C'est chrétien, dit-on avec mépris. J'ai entendu dire cela de la part d'éminents hommes d'État. Ici, mais ici, ce n'est pas méprisant, tant mieux. Mais la question n'est pas là. La question, c'est qu'il est indispensable de poursuivre les démarches de thématisation, l'Allemagne de l'Ouest ayant d'ailleurs donné l'exemple. On se souvient du mémorial d'Auschwitz et de la décision imprévue d'ailleurs de Willy Brandt à cet égard. Également des excuses bilatérales entre Helmut Kohl et Václav Havel, et c'est Václav Havel qui avait pris l'initiative, contre son opinion publique, sur la façon brutale dont les Tchèques avaient expulsé les Allemands après la guerre. Sans ces actes de contrition publique, disons les choses franchement, il n'y aurait pas d'Europe, il n'y aurait pas d'élargissement de l'Union européenne. Donc l'éthos, il est là, c'est un éthos reconstructif. Alors on va sans doute pas pouvoir travailler ces trois dimensions simultanément ce soir. Réaction, Jean-Dominique Durand, qu'est-ce qui vous paraît le plus urgent? Oui, alors je voudrais rappeler qu'au départ de la construction européenne, on a créé des communautés. Et là aussi, le vocabulaire me paraît très important. On parlait de communauté. On a créé la communauté européenne du charbon et de l'acier, puis la communauté économique européenne. Cette notion de communauté
qui a d'ailleurs une connotation religieuse, bien évidemment, et ce n'est pas par hasard si elle est sortie de l'esprit des Schumann, des Noer, des Gasperi et quelques autres qui étaient des chrétiens extrêmement conscients de ce qu'ils devaient à l'Évangile. Mais cette notion de communauté me paraît extrêmement importante parce qu'elle porte en elle la notion de fraternité. Et, pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Marc Ferry, la notion de réconciliation. Vous avez évoqué la réconciliation entre la République tchèque et l'Allemagne. La réconciliation entre la Pologne et l'Allemagne a été portée par les évêques polonais, et d'abord, en tout premier lieu, par le cardinal Wojtyła, archevêque de Cracovie. À un moment donné, on est passé, en fait, c'est le traité de Maastricht, sous la pression de la Grande-Bretagne, dont on sait bien les arrière-pensées concernant l'Europe, on est passé de la communauté à l'union. Et ce changement sémantique me paraît tout à fait fondamental. C'est-à-dire qu'on est passé à une union dans laquelle ce qui était privilégié, c'était l'économique, c'était le monétaire, c'était sans doute nécessaire. Mais du coup, on a oublié, on est entré en plus dans une phase d'ultralibéralisme, de gestion économique très libérale, et où l'objectif était de faire tomber toutes les barrières et surtout tous les garde-fous économiques qui empêchent la folie financière, qui empêchait à l'époque la folie financière dans laquelle nous sommes entrés et qui a donné les résultats que l'on sait. On a donc ici, je crois, en effet, cette notion, revenir à la notion de communauté et donc de fraternité me paraît tout à fait fondamentale, car cette fraternité, il suffit de lire l'actualité, de lire les débats, de lire les échanges parfois violents qu'il y a entre hommes politiques de part et d'autre du Rhin, par exemple. On en a eu quelques exemples il n'y a pas si longtemps. Eh bien, cette notion de communauté a été perdue. Père Capelle-Dumont. Oui, quand vous posez la question de savoir quel modèle il faut adopter, mais qui peut répondre à une question pareille? Au titre de quelles compétences? Le philosophe, l'économiste, le politicien? C'est peut-être aller trop vite et passer par-dessus les stratégies d'intérêt qui accompagnent ceux qui décident en ce moment de ces modèles. On a cité Husserl tout à l'heure. Lorsque Husserl veut redéfinir l'Europe dans les années 30, il écrit un livre qui s'appelle « La crise des sciences européennes », il retourne à l'initiale grecque, il dit « ce qui a fait l'Europe, c'est précisément le goût de l'infini ». Qui engendre les mathématiques, l'épistémologie et l'historicité. Et son disciple Patočka, qui est un Tchèque pour le coup, y ajoute, oui, mais ce qui fait l'Europe, c'est le regard que l'on porte sur les choses, c'est-à-dire la densité qu'on donne aux choses. Autrement dit, il ne peut pas y avoir de modèle s'il n'y a pas d'historicité, le goût de l'espoir, le goût de l'histoire, et en même temps le goût de la densité donnée aux choses. Alors, pour le coup, pardonnez-moi, mais je ne vois pas très bien comment il serait possible de penser un modèle sans se référer à la façon dont le christianisme a fait l'Europe. C'est le christianisme principalement, permettez-moi de dire de façon paradigmatique, qui a fait l'Europe. Quand on dit cela, on n'évacue pas du tout la donne des composantes différentes, mais on fait valoir un jeu d'interlocution qui a été mis en place. Alors, si vous voulez, l'éthos dont parlait Jean-Marc Ferry, comment ne pas être d'accord avec lui? La question est de savoir de quel éthos on parle. L'Europe communautaire dont il vient d'être fait état à l'instant, qui est un projet, n'a pas empêché que l'on engendre aujourd'hui 80 millions de pauvres absolus en Europe. 80 millions. Qu'est-ce que c'est que cette Europe de la fraternité? C'est-à-dire que l'éthos dont on parle, c'est une éthos de la souffrance, c'est une éthos de la marginalisation. Donc, en tout cas, de la loi du plus fort. La loi du plus fort, la mise en place d'oligarchies, on voit très bien que des stratégies sont... Et on ne parvient pas à résoudre ces questions-là. Et je ne vois pas ce que serait une éthique. Alors, on se par d'éthique universelle formaliste, je veux bien, mais je ne sais pas ce que serait une éthique ou la recherche d'éthique sans la prise en compte de la souffrance. Et donc, on demande une éthique de la souffrance. Je pense que s'il y a modèle, on ne peut pas s'exonérer de cette réalité-là d'abord. Alors, comment poursuivre, Jean-Marc Ferry? Deux choses, si vous le voulez bien, par rapport à ce que vient de dire le père Capelle-Dumont. En ce qui concerne la communauté, tout d'abord, j'aimerais aborder cette question
de façon extrêmement séculière, dirais-je, en parlant de la communauté politique. Ce qui me semble, peu importe que l'on soit passé de l'appellation du vocable communauté, d'ailleurs communauté économique européenne, ça ne fait pas vraiment rêver, à la notion d'union, qui est quand même un beau concept aussi, le concept d'union, avec cette devise, in varietate concordia, unis dans la diversité, ce n'est pas vilain du tout. Mais peu importe ici, ce que je voudrais dire, c'est que j'attache un prix politique à l'idée communautaire dans un sens très précis. C'est que nous sommes passés, c'est une dérive à mon avis depuis quelque temps, à un mode de gouvernance qui est essentiellement axé sur le principe de ce qu'on appelle l'intergouvernemental, avec, on peut dire, rationalisé dans un sens bicéphale jusqu'à peu de temps, maintenant ça s'est écroulé, c'est-à-dire le leadership franco-allemand. Alors, c'est bien parce que nous manquons de leadership au niveau communautaire. Il y a deux méthodes, n'est-ce pas? Je le dis comme ça pour un petit peu... Pardonnez-moi, c'est juste une petite explication un peu technique, mais il y a la méthode dite communautaire et la méthode dite intergouvernementale. Alors, la méthode dite communautaire, c'est la méthode traditionnelle de l'Union européenne et qui a été notamment bien valorisée par Jacques Delors lorsqu'il était président de la Commission. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'autorité communautaire, aujourd'hui, elle ne fait plus le poids entre nous, elle est tout à fait déclassée, mais à l'époque de Delors, l'autorité communautaire, elle avait pour mission d'assurer la concertation des États membres, la coordination de leur politique publique. Et ce principe est très important parce que cela veut dire que ce n'est pas la subordination des États membres à une puissance publique supranationale qui aurait capté à son profit toute la souveraineté. Non. Dans la méthode communautaire, bien comprise, les États membres restent souverains et tout repose sur la pratique. La pratique, c'est un long apprentissage moral et politique de la concertation, de l'entente. Et ça avait assez bien réussi à l'époque des 12 et même des 15, dans une certaine mesure. Donc revenons à la méthode communautaire, comme le préconise d'ailleurs aujourd'hui Jacques Delors, il a raison, mais pas purement et simplement, si vous permettez, il faut la renforcer très fortement parce que, encore une fois, le président de la Commission, quel qu'il soit, ne peut pas faire le poids aujourd'hui. Il faut un président de l'Union et un seul, mais qui revient sur cet agencement intelligent des politiques publiques entre les États membres. Il ne faut pas laisser, en quelque sorte, la gouvernance de l'Union à l'intergouvernemental. C'est une grave erreur. J'avais parlé non seulement d'une crise de gouvernance économique, mais aussi d'une crise de co-responsabilité, de solidarité politique. Mais c'est ça, la méthode communautaire. Et elle ne fonctionne pas aujourd'hui. Et c'est très dommage. Sur le christianisme, si vous permettez, puisqu'il y avait 2 points, sur la référence chrétienne. Bien sûr que le christianisme est le premier élément fondateur pour la culture européenne. C'est évident. Qui peut le nier? C'est clair. Et ne soyons pas martionnites. La référence judéo-chrétienne est extrêmement fondatrice. Bon, plus que tout autre. C'est clair. Mais il y a une différence entre dirais-je, la reconnaissance de ce fait et la mise en exergue d'une référence chrétienne à un niveau constitutionnel, ce qui est par exemple réclamé par d'éminents spécialistes de l'Europe et constitutionnalistes distingués et internationalement reconnus. Vous parlez du fameux débat sur l'inscription des racines chrétiennes. Joseph Weiler, qui a écrit un livre sur une Europe chrétienne, qui ne prêche d'ailleurs pas directement pour sa paroisse, puisqu'il est juif pratiquant, mais il a de très bons arguments. Je ne peux pas les développer tous. Je ne suis pas d'accord avec lui, bien que je respecte tout à fait. Il a le mérite d'argumenter, de bien argumenter, mais pour moi, ce qu'il faut mettre en exergue dans une constitution pour l'Europe, je ne parle pas de l'organisation des pouvoirs publics, je parle d'aspect symbolique. Ce n'est pas des traditions, si importantes soient-elles, culturelles et historiques. C'est des principes politiques. Parce que quel que soit notre arrière-plan, qu'il soit musulman, hindou, etc., il est possible, sur cette base-là, sur ces ressources, peut-être que la ressource chrétienne est préférable à d'autres, je ne sais pas, je le pense, il est loisible, sur ces bases de ressources qui restent plus ou moins privées, n'est-ce pas, d'adhérer à des principes publics, mais il n'y a pas de raison de fermer la porte à des gens qui ne seraient pas d'origine chrétienne. Autrement dit, le christianisme est une ressource importante, mais ne doit pas constituer une limite à l'Union européenne. On a cité le nom de Joseph Weiler. Je l'ai rencontré une fois. Effectivement, il milite, c'est sous le titre de son livre d'ailleurs, Une Europe chrétienne. Ce pourquoi il milite très précisément, c'est que n'est pas reconnu aujourd'hui le fait que certains pays qui revendiquent dans leur constitution la référence au christianisme,
cette référence, qui est donc constitutionnelle, ne soit pas reconnue au niveau européen. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de faire reconnaître à la manière des lobbying le christianisme comme puissance qui pourrait s'imposer à tous les citoyens. Mais il y a des constitutions, autrement dit des corps collectifs, qui sont organisés explicitement autour de la référence à Dieu, et ils n'ont pas de prise de parole au niveau constitutionnel. C'est ça le problème de Weil. C'est juste. Mais là aussi, je peux Alors, répondre. on peut discuter ou pas, mais that's the point. C'est tout à fait exact, oui. Alors, sur la question des racines, on peut discuter infiniment. Je ne suis pas sûr que le christianisme puisse se diluer dans une métaphore végétale. Je ne suis pas sûr non plus qu'il puisse se diluer dans des métaphores hydrauliques, enfin, si vous voulez. Le christianisme mérite sans doute mieux, puisque moi, je préfère parler à la manière de l'Évangile, le levain dans la pâte, le sel de la terre ou la sève. Ça peut rester végétal si on juge l'arbre à ses fruits. Oui, mais enfin, la racine est toujours souterraine. La racine est toujours souterraine. Et le christianisme n'est pas que souterrain. Et donc, le christianisme, c'est une sève qui porte l'histoire des civilisations. Je ne sais pas très bien, quand on parle de chrétienté ou d'Europe chrétienne, de quoi on parle. Ce qui est vrai, c'est que l'Europe a été christianisée. Voilà qui est vrai. Et c'est le premier continent qui a été christianisé. Est-ce que je peux m'accorder encore une petite seconde, simplement pour marquer le point précis. Dans l'histoire, c'est la première fois que le christianisme imprègne un continent. Et qu'est-ce que ça donne? Aujourd'hui, on voit bien que l'espace européen a été construit principalement par le christianisme, et paradoxe des paradoxes, l'Europe quitte le christianisme, s'absente du christianisme ou inversement. C'est un paradoxe que nous devons penser comme tel. Alors, est-ce que le christianisme est destiné à apporter une contribution parmi d'autres, une voix parmi d'autres dans le destin de l'Europe? Quoi que l'on réponde à cette question, on ne peut pas faire comme si l'Europe n'avait pas été faite principalement, comme vous l'avez d'ailleurs vous-même tout à l'heure indiqué, par le christianisme. Penser l'Europe dans son actualité, c'est aussi penser la sève qui a fait l'Europe, et pas simplement ses racines. Jean-Dominique Durand. Oui, d'abord, avant de revenir sur la question des racines, je voudrais dire à Jean-Marc Ferry que j'ai l'impression qu'il sous-estime quand même le poids des mots. Je voudrais revenir sur la question union-communauté. La communauté, c'est quand même une réalité extraordinairement forte. Union, on trouve des unions partout, union politique, union syndicale. L'union renvoie, le terme a été, je le rappelle, imposé par les Britanniques, ce qui n'est quand même pas sans signification. Et union appelle, en fait, renvoie plutôt à un espace économique, à l'union monétaire, à l'union douanière, c'est-à-dire à des intérêts économiques privilégiant, l'emportant sur toute autre vision de l'Europe. Et c'est là que l'on a dévié encore plus. On avait déjà dévié après l'échec de la CED en 1954 vers la constitution, effectivement, de la communauté économique parce que c'était plus facile à faire à régler que les questions politiques et militaires. Mais on a véritablement, avec la notion d'union, on est vraiment entré dans une démarche qui est différente et qui n'est plus la démarche communautaire. Et du reste, vous avez dit ensuite que l'union appelle plutôt à l'intergouvernemental plutôt qu'à une gestion politique communautaire. Alors, quant aux racines, effectivement, ce qui s'est passé en 2005, me paraît, en 2004-2005, au moment de la discussion de la Constitution européenne, me paraît quand même très grave. Parce qu'il ne s'agissait évidemment pas d'inscrire Dieu dans la Constitution. Il ne s'agissait évidemment pas de fermer la porte de l'Europe à des gens qui ne seraient pas chrétiens. Comment aurait-on pu le faire quand on sait combien l'Europe est diverse et combien c'est l'Europe qui porte aujourd'hui principalement l'idée même de dialogue interreligieux.
hein. Ne serait-ce que d'abord la rencontre entre le christianisme et le judaïsme à l'intérieur même de l'Europe. Et je pourrais faire référence à Jean-Paul II, qui est le pape de l'esprit d'Assise, du dialogue interreligieux, qui a commencé par rencontrer le judaïsme chez lui-même à Wadowice, sa ville natale en Pologne. Mais il s'agissait simplement de faire un rappel historique. Le texte était d'ailleurs très mal rédigé, puisqu'il n'a pas été rédigé par des historiens, donc on a peut-être mieux fait de demander à des historiens leur avis. Le texte a été très mal rédigé, il aurait fallu faire référence aussi dans ce texte à la Shoah, par exemple, parce que l'Europe est née aussi de ce drame atroce qu'a été la Shoah, qui est née en Europe, qui a été pensée, qui est née en Europe, dans des pays chrétiens. Hein. Donc, il y a là quand même quelque chose de très fort que l'on aurait pu prendre la peine de rappeler. Mais je veux dire par là que se priver, refuser de reconnaître ses racines, refuser tout simplement un fait historique, me paraît très grave. Hein, cela me fait penser à ces gens qui veulent rayer leur baptême des registres de baptême. Bon, la justice, heureusement, a répondu avec un petit peu de bon sens à cela, mais on ne peut pas rayer un fait historique comme cela. Et la christianisation de l'Europe est un fait historique. Ce n'est dirigé contre personne. Ce n'est pas contre... si on voulait établir une référence au christianisme, ce n'était pas contre l'adhésion de la Turquie Jean-Dominique Durand, etc. Je crois qu'on a bien compris ça. Si vous êtes à peu près tous d'accord là-dessus. Si on revient à la question posée ce soir sur l'horizon spirituel et politique de l'Europe, à ce moment-là, j'ai envie de vous demander, ces racines chrétiennes offrent-elles un horizon prenable aujourd'hui par les membres de l'Europe? Autrement dit, dans cette crise de légitimité du projet européen, est-ce que les chrétiens ont encore quelque chose à dire, et si oui, quoi? Oui, alors, sur la question, je rebondis quand même sur la question des racines, c'est-à-dire que à partir du moment où on nie une partie de son histoire, comment construire l'avenir, hein? On a eu une Europe sans racines, on a une Europe sans racines aujourd'hui, et on a une bureaucratie sans limite. Bon, il y a quand même là un problème. Alors, ceci dit, le rôle des chrétiens, oui, bien entendu. D'abord parce que l'Europe d'aujourd'hui doit beaucoup au christianisme. Le père Capelle l'a dit tout à l'heure, la notion de paix, les notions de droits de l'homme, tout ce à quoi on tient essentiellement en Europe, est issu des évangiles. Directement issu des évangiles. Donc l'Europe doit beaucoup au christianisme. Elle peut continuer à devoir au christianisme si les chrétiens se mobilisent. Je ferai référence à ce qu'a dit récemment le pape Benoît XVI en parlant des minorités actives, des minorités créatives. Les minorités créatives, c'est un discours prononcé à Prague, si je ne me trompe pas, en 2009. Et c'est un texte extrêmement important et je crois qu'il a tout à fait raison de souligner cela. Les chrétiens peuvent avoir un rôle à jouer dans un contexte évidemment difficile. C'est vrai que la question de la pauvreté, de la solidarité, tout cela, c'est vrai que l'Europe d'aujourd'hui est une Europe quand même défigurée. Oui, non, le catholicisme en tant que confession religieuse n'a pas compétence pour discuter des modalités de gouvernementales. Un jour, on posait la question à Paul VI. Paul VI a dit incompétent. Incompétent. Alors évidemment, Paul VI n'était pas en mal d'intelligence, mais il était statutairement, au titre de son ministère, incompétent. Et il faut laisser le champ d'autonomie à l'organisation politique de trouver les meilleures modalités. Là où, en revanche, le christianisme, ou l'Église catholique a compétence, c'est lorsqu'elle interroge sur les inspirations qui président à l'organisation gouvernementale. Là, elle a parfaitement compétence au titre de sa tradition. Sur la question de l'éthos qu'évoquait Jean-Marc Ferry tout à l'heure, peut-être le catholicisme a-t-il quelque chose à dire? Alors, précisément, j'allais y venir parce que la question posée, là, on pourrait relancer la question sur tous les défis auxquels nous avons affaire, la famille, la bioéthique, la cohabitation, etc. Ce qui me frappe, c'est que l'Europe fait de la métaphysique comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, mais ne le reconnaît pas. Lorsqu'on discute, par exemple, pour mettre en cause la loi naturelle, on fait de la métaphysique au niveau européen,
Mais qu'est-ce que c'est que cette métaphysique inavouée? Pourquoi décide-t-on qu'il faudrait mettre dans les circuits scolaires la théorie du gender ou je ne sais trop quoi? Pourquoi faudrait décider que la référence à la nature ne vaut pas dans la définition du droit positif? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que le droit peut se définir sans la référence à la nature? Eh bien, on fait de la métaphysique et on présente cela au titre de l'affranchissement des préjugés ou du religieux, etc. Je pense que là, il y a un vrai problème. Ça, c'est la première remarque. La seconde remarque que je voulais faire, c'est que la société occidentale européenne, que l'on qualifie d'un nom assez flou d'ailleurs, postmoderne, se caractérise essentiellement par la création d'espaces fragmentés. C'est-à-dire que la fragmentation caractérise précisément la société dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire, comme le dit un collègue éminent allemand, Wolfgang Becher, qui parle de la métaphore spatiale. Autrefois, nous envisagions les civilisations sous le mode historique, on pensait une civilisation par l'histoire. Aujourd'hui, on la pense à la manière d'un paysage. Et le paysage est fragmenté, c'est-à-dire que la dimension historique n'apparaît pas. Et donc, que peut produire un paysage sans paysagiste? De la fragmentation, des bosquets à droite, à gauche, sauf que ces petits bosquets à droite, à gauche revendiquent des absoluités, donc les communautarismes. Et donc, une des questions posées aujourd'hui, je crois la plus vive, ce n'est pas tellement la question de l'individualisme, c'est la question de fixation communautariste qui procède d'une vision fragmentaire de la société. Alors, que peut faire le christianisme? Il a des médiations. Les universités. Alors, pardonnez-moi du peu, mais il ne faudrait peut-être pas oublier les mouvements ecclésiaux, les paroisses, qui sont dans toutes les villes et tous les villages d'Europe et qui constituent un terreau de communion et de solidarité. Dans les banlieues, quel travail est fait par les communautés chrétiennes pour le dialogue, l'amitié interreligieuse, indépendamment même des doctrines ou des dogmes. Donc le christianisme secrète dans l'humanité des passerelles par-delà les frontières. Je crois que de ce point de vue, le christianisme est très européen. Je rappelle que le mot Europe vient d'une princesse phénicienne qui a épousé Zeus, qui s'est déguisée en taureau et qui est venu la chercher et qui a franchi la mer, donc du Liban vers la Crète. Et donc, que veut dire Europe? Alors, ça veut dire crépuscule, ça veut dire aussi ouverture, visage d'ouverture. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que dit Jean-Paul II dans Ecclésiaste. Alors, qu'est-ce que fait le christianisme? Essentiellement, si ce n'est qu'il expose les identités. Et je voudrais qu'on réfléchisse à ce point. C'est-à-dire que le christianisme est une tradition qui expose les identités. Oui. Ricoeur disait, puisqu'il a été cité tout à l'heure, le plus court chemin qui mène de soi à soi passe par l'autre. Ceci vaut pour métaphore au plan aussi des identités politiques. Et le christianisme ne fait rien d'autre que, et on pourrait le montrer, je n'ai pas le temps, bien sûr vous allez me dire que je suis trop long et vous aurez raison, mais le christianisme ne fait rien d'autre que s'épanouir dans l'exposition de son identité. C'est son secret propre. C'est pas du tout que vous soyez trop long, Père Capelle-Dumont, je ne me permettrai pas. En revanche, je vois Jean-Marc Ferry depuis tout à l'heure qui note avec application des points sur lesquels il a envie de réagir. Bien sûr, je note avec application, c'est très intéressant, mais j'aimerais bien qu'on précise Je crois que nous sommes vraiment d'accord sur le fait qu'il n'est pas admissible de dénier les racines chrétiennes de l'Europe. Ce n'est pas correct, ce n'est pas honnête. Bon, je crois que nous sommes vraiment d'accord là-dessus. La question n'est pas là. La question est beaucoup plus, à mon avis, subtile et sérieuse à la fois. Le christianisme ou la christianisation de l'Europe, comme vous disiez, je souscris tout à fait, est un fait historique, et un fait historique indéniable. Un fait historique ne fait pas droit par lui-même. Il y a un pas entre la reconnaissance d'un fait historique et, dirais-je, la normativité politique de ce fait. Encore une fois, c'est une ressource qui nous permet d'adhérer à des principes tels que les droits de l'homme, les valeurs de la démocratie et de l'état de droit, un certain nombre d'autres principes également, qui peuvent constituer un socle constitutionnel, mais ne doit pas définir de façon limitative, bien entendu, je crois que nous sommes d'accord aussi là-dessus, une identité politique européenne. Malheureusement, le christianisme, lui, sa puissance est une puissance d'ouverture, une puissance d'aller vers l'autre, mais l'utilisation que l'on en fait parfois, je ne voudrais pas citer, mais je vais le citer quand même, hélas, même s'il s'est repris, Valéry Giscard d'Estaing, qui était pourtant président du Présidium, n'est-ce pas, pour l'avenir de l'Europe, de la Convention,
Eh bien, lorsqu'il a été question de la Turquie, son premier geste, qu'il a repris un peu très modeste, très modérément, a été de dire non, car la Turquie est un pays asiatique et islamique. Voilà l'imposition d'un critère, dirais-je, culturaliste, qui est en contradiction totale avec les principes de l'Europe, que vous les trouviez à Amsterdam, à Nice, à Laeken, les critères de Copenhague, en contradiction flagrante, de la part d'un Européen ou qui se veut tel, comme Giscard d'Estaing. C'est un véritable scandale, c'est une trahison de l'esprit européen. Et cet esprit européen, j'insiste là-dessus, il est anticulturaliste. Toute référence à une origine culturelle, etc., ne doit pas avoir de puissance normative pour la définition de l'union politique. J'aimerais dire quelque chose qui me paraît très important, qui est plus important que ce point-là, où je pense qu'on pourrait être d'accord. C'est lorsque vous disiez, mon père, que le paradoxe, c'est que c'est le christianisme qui a fait l'Europe et que les Européens aujourd'hui quittent le christianisme. J'aimerais attirer votre réflexion. Je résume, mais je résume lapidairement, d'accord. Mais enfin, c'est ce que j'ai entendu quand même. Et ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est qu'il n'est pas évident que l'esprit du christianisme soit forcément détenu par les théologiens et par l'Église. L'esprit du christianisme peut se réaliser aussi de façon très séculière, très inattendue, dans des institutions politiques et aussi dans des philosophies. Je pense que, par exemple, la philosophie, je voudrais juste citer une phrase magnifique, à mon avis, de Hegel, qui est quand même, si l'on veut, une philosophie chrétienne, mais très séculière, quand il dit « En Europe, ce qui compte, c'est cette marche de la vie vers plus loin qu'elle-même ». Eh bien, c'est ça, le christianisme, c'est ça, l'esprit européen. Alors, même si c'est le christianisme qui a fait cet esprit européen prend son autonomie, n'est-ce pas ? Et il est ouvert. Je dirais que l'identité européenne, comme Rémi Brague le disait dans l'Europe, la voie romaine, n'a pas de propre. Son propre, c'est de ne pas avoir de propre. Et je dirais que le propre de l'identité européenne, c'est de s'ouvrir aux autres identités. Et c'est ça aussi, vous pourrez me dire, c'est l'esprit du christianisme, mais du coup, d'une certaine façon, il se dépasse lui-même. Mais je ne peux qu'être d'accord avec cela. Ce qui définit le christianisme, c'est qu'il ne pense pas d'abord à son avenir. Oui. Le christianisme est une tradition pour l'autre. Mais il ne faut pas de fixisme anthropologique là-dessus non plus. Permettez-moi, je suis payé pour cela, je vais vous donner une référence évangélique. Lorsque Jésus rencontre le centurion, il lui dit « Jamais je n'ai vu une telle foi en Israël ». Oui, je connais ça. Cela vaut pour métaphore pour l'Église, c'est-à-dire qu'il y a des données, des trajectoires chrétiennes en dehors des sphères visibles du christianisme. Oui. Mais ça est écrit dans l'Évangile. Autrement dit, c'est le paradoxe. Vous n'avez pas fait le lien avec cet épisode des évangiles, oui, en effet. Le christianisme est porteur précisément d'une altérité qui le met en cause lui-même, c'est-à-dire sa propre critique. Il nous reste quelques minutes à peine. Jean-Dominique Durand. Oui, c'est vrai que vous venez d'évoquer cette affaire, cette déclaration de Giscard d'Estaing sur la Turquie. Le problème de la Turquie, de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, n'est pas le fait que ce soit un pays musulman. Traiter de cela, c'est effectivement contre l'esprit du christianisme, justement. Mais c'est le fait que la Turquie ne respecte pas les droits de l'homme, ça, c'est les bonnes raisons la liberté religieuse n'y est pas respectée, etc. Il y a des mauvaises raisons de refuser. C'est-à-dire que là, ce sont des raisons, disons, politiques, mais qui d'ailleurs relèvent de la tradition chrétienne. Oui. Et tout cela a été défini autrefois au sommet de Copenhague, les critères d'adhésion à l'Union européenne. Voilà. Ce n'est pas la religion dominante dans tel ou tel pays, ce sont les pratiques politiques qui et c'est ces critères qu'il aurait fallu invoquer. Et ce sont ces critères-là qui sont évidemment essentiels. Hein. On ne peut pas accepter aujourd'hui un pays en Europe qui pratique encore la peine de mort, par exemple. Ça, ce sont les bonnes raisons de refuser. Mais il ne faut pas invoquer de mauvaises raisons. Mais je suis bien d'accord avec vous, car ces mauvaises raisons que l'homme d'État que vous avez, l'homme politique que vous avez évoqué, a invoqué, ce sont des raisons qui ne relèvent pas de l'esprit du christianisme, précisément. L'esprit du christianisme, c'est un esprit d'ouverture, comme tout le monde l'a dit ici, et j'y adhère évidemment complètement. Comme historien, pas seulement pas comme le théologien rejoint, l'historien rejoint le théologien. Alors, on a parlé des buts de l'Europe, de la question de la légitimation, on a parlé de l'éthos.
On a parlé des enjeux des superstructures politiques. Merci à tous les trois de vos interventions. Je vais vous demander de vous livrer à un exercice effroyablement difficile, en particulier pour des philosophes que vous êtes. Il nous reste à peine 3 minutes, une chacun, pour nous dire il y a des enjeux cette année, notamment des enjeux électoraux européens. Qu'est-ce que vous pourriez dire à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, qui puissent les intéresser à l'Europe, qui souffrent aujourd'hui de cette terrible désaffection? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à tous ceux qui nous écoutent pour s'intéresser à cette maison européenne? Père Capelduno. C'est probablement le continent où s'est installé le plus profondément la réalité de l'altérité. C'est-à-dire que l'autre a toujours du prix. C'est un continent qui s'est battu pour cela. Alors, sortant des nationalismes, il a fait la contre-épreuve en quelque sorte. Et sortant de cela, il n'a cessé de penser l'altérité. Je pense que s'il faut penser l'altérité, nous avons une chance inouïe d'être en Europe parce que nous savons ce qu'est l'altérité. Jean-Marc Ferry. Les participations aux élections européennes chutent très régulièrement quand on regarde les chiffres. Si l'on veut que l'Europe soit un projet stimulant, il faut tenir l'exigence que nous soyons quelque part les auteurs des normes dont nous sommes les destinataires. Il faut absolument s'opposer à la stabilisation d'un système pseudo-naturel au-dessus de la tête des citoyens, sinon c'est la faillite de l'Europe. Jean-Dominique Durand. Eh bien, je dirais que les chrétiens ont été à un moment donné les moteurs de l'Europe. Ils ne le sont plus vraiment. Les chrétiens cèdent à leur manière à un euroscepticisme. Eh bien, le message qu'il faut transmettre et que ce livre, les actes du colloque que vous avez évoqué, essaie de transmettre, c'est de ne pas céder au pessimisme, de ne pas se les laisser envahir par le pessimisme et au contraire d'œuvrer pour l'avenir d'un continent qui a donné tant au monde et qui a encore tant à donner. Voilà, et en ça, vous avez cité différents papes au cours de cette discussion. Vous rejoignez aussi le pape François qui, pas plus tard que ce lundi, dans son homélie du matin, rappelait qu'un bon catholique doit se mêler de la politique, y compris donc de la politique européenne pour les Européens. Merci infiniment à tous les trois. La semaine prochaine, à cette table des mardis des Bernardins, vous retrouverez Adrien Lecoeur. Bonne soirée.